Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Des débats, des reportages en région et bien sûr toute l'actualité politique et parlementaire. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des radios. Nous sommes ensemble pendant 1h30 et au menu du jour, journée de mobilisation dans le monde agricole. Les syndicats appellent à des rassemblements devant les préfectures pour envoyer un message à Emmanuel Macron. On en parle avec le sénateur socialiste et agriculteur Olivier Jacquin. Il est avec nous. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Annie Genevard, secrétaire générale des Républicains, députée du Doubs, vice-présidente de l'Assemblée nationale. Une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Nathalie Moret du groupe EBRA. Et puis les agriculteurs, il en sera aussi question dans nos reportages en région. Vous le savez, toute la semaine, nous sommes dans le Lot-et-Garonne à la rencontre des agriculteurs. Aujourd'hui, direction Marmande pour parler de la question des pesticides. Et puis enfin, le Club des Territoires, notre bande de journalistes qui débattent de l'actu, au menu notamment le déplacement d'Emmanuel Macron dans les Outre-mer. Le président de la République arrive à Mayotte pour parler notamment de la question de l'immigration clandestine. Mais avant cela, voici les autres informations de ce mardi 22 octobre. Le PDG de l'usine Lubrizol devant le Sénat, un mois après l'incendie de son usine. Il est auditionné cet après-midi par la commission d'enquête qui cherchera à en savoir plus sur l'indemnisation des victimes. Les sénateurs se rendront également à Rouen jeudi. Première audition également au Sénat pour la commission spéciale chargée d'examiner la PMA, composée de 37 sénateurs représentant tous les groupes politiques. Elle auditionnera cet après-midi Sylvia Nagasinski. Le texte sur la PMA arrivera au Sénat en janvier. Le gouvernement s'engage à augmenter le budget de la Société nationale de sauvetage en mer de 4,5 millions d'euros, notamment pour renouveler la flotte. La SNSM avait été endeuillée par le décès de 3 sauveteurs, c'était au mois de juin. Et puis les salariés de General Electric ont validé le nouveau projet proposé par la direction, un plan qui permet la sauvegarde de 307 emplois, mais 485 sont supprimés. Cela reste de la casse sociale, déplore le maire de Belfort, Damien Mello. Et on débute avec le sénateur du jour. Il est élu de la Meurthe-et-Moselle, siège dans le groupe socialiste. Bonjour Olivier Jacquin, merci d'être avec nous ce matin. On va parler de ce malaise agricole, c'est un sujet que vous connaissez parfaitement. Mais d'abord, cette interview de François Hollande, grande interview ce matin dans Le Parisien, de l'ancien président de la République, qui dit « Si je peux être utile dans cette période, c'est en faisant des propositions ». Est-ce que François Hollande, c'est un obstacle ou un atout dans la reconstruction du Parti socialiste? J'ai pas lu cette interview. Je sais qu'il est un militant d'un régime présidentiel plus équilibré. Jeune sénateur, je pense qu'il y a un souci dans notre pays avec la place prépondérante dans la 5e de l'Élysée. Alors, soit on l'équilibre avec un système à l'américaine, avec un Parlement vraiment très très fort à côté, soit on choisit le Premier ministre parmi les parlementaires pour un système qu'ont les grandes démocraties. Donc vous êtes d'accord quand il dit qu'il faut pousser la logique présidentielle, il faut aussi tout à fait, il ne faut pas en rester là. Il faut pas en rester là. Le président de la République à 6 ans. Il faut des contre-pouvoirs. Chaque majorité fait ses grandes bêtises quelque part. Moi je pense à Aéroport de Paris, qui n'était pas dans les engagements du président de la République, mais un matin, il se lève, il dit on privatise l'aéroport de Paris. Je trouve personne de sensé et non politisé qui puisse m'expliquer de manière cartésienne ce qu'il en est. Et qui peut contrebalancer ça? Alors vous avez vu la démarche qu'on tente par ce référendum d'initiative partagée quasi inaccessible, avec ses 4,7 millions de signatures. Mais il faut équilibrer effectivement tous les pouvoirs. Montesquieu l'a dit, qui a pensé le bicamérisme. Allez, on va passer au sujet du jour, c'est ce malaise agricole. Les syndicats d'agriculteurs qui appellent à une nouvelle journée de mobilisation, des mobilisations devant les préfectures notamment. Vous êtes agriculteur, est-ce que vous comprenez ce cri de colère et est-ce que vous vous dites finalement le gouvernement ne l'entend pas? Je ne dirais pas que le gouvernement ne l'entend pas. Par contre, ce cri de colère, je le comprends tout à fait. L'agriculteur... Alors maintenant, il faudrait parler des agriculteurs, des types d'agriculture. Mais il est devant des injonctions paradoxales. On lui dit, on veut des meilleurs produits sans produits phytopharmaceutiques.
On veut des produits moins chers, on l'entend pas, mais le choix qui est fait par le consommateur dans le magasin, c'est quand même d'aller vers le produit le moins cher. Bref, tout ça et ce sont des injonctions paradoxales. Et c'est assez... C'est-à-dire clairement, vous dites aux consommateurs, si vous voulez payer vos produits moins chers, il faut accepter qu'il y ait des pesticides ? Alors, en caricaturant, je vais vous dire oui, mais l'équation, elle est là. On ne peut pas dire, on ne tient pas compte de vos conditions de revenus. Les agriculteurs sont des professionnels qui doivent tirer un revenu de leur travail et on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas cette question-là. Mais il y a des vraies questions qui se posent. J'ai été longtemps à travailler comme élu dans une agence de l'eau. Moi, j'ai des questions à poser à mes collègues agriculteurs sur certains types de produits phytopharmaceutiques que l'on retrouve dans les eaux. On ferme des sources, on doit dépolluer. Et donc ces externalités négatives, il faut pouvoir les réintégrer dans les mécanismes de prix pour avoir des prix vrais. Enfin, je ne veux pas être trop compliqué, mais actuellement, on ne peut pas dire non plus que certains types d'agriculture ne sont pas indemnes de tout reproche. Mais les produits sont autorisés. Les produits qu'on utilise en agriculture. Moi, je suis maintenant agriculteur bio, mais ça fait pas longtemps. J'ai longtemps été militant d'une amélioration de l'agriculture conventionnelle. Je pense qu'on pourrait supprimer des produits utilisés pour obtenir un gain de rendement très très faible. On doit pouvoir progresser. D'ailleurs, ça progresse très très vite avec des techniques nouvelles qui sont mises en place pour utiliser moins d'intrants. Donc on doit... Est-ce que vous dites aujourd'hui les agriculteurs, ils font des efforts sur ce sujet des pesticides et peut-être qu'on ne le reconnaît pas assez, ces efforts, c'est ça ? Mais tout à fait, tout à fait. Mais je vous dis, quand on entend ce chiffre que près d'un tiers des agriculteurs ont beaucoup moins que l'équivalent du RSA, il faut en tenir compte. Après, 350 € par mois, même le revenu. C'est ça, voilà, vous donnez le chiffre. Ensuite, l'équation économique doit être ramenée dans le débat. On ne peut pas ne pas en tenir compte. Et si les Français veulent vraiment un changement de mode de production agricole, alors qu'on est reconnu comme un des modèles agricoles les plus équilibrés. Ça a été publié dans la revue américaine The Economist. L'agriculture la plus durable au monde dans ses différentes composantes. Mais je vous le disais, vous m'interrogiez, il y a des agricultures différentes. Je pense que le gars qui travaille en circuit court et qui approvisionne directement des consommateurs, s'il a un modèle économique satisfaisant, je pense qu'il peut se sentir à l'aise. Je dis s'il a un modèle économique satisfaisant parce qu'il y a beaucoup de gens en circuit court qui travaillent beaucoup et qui n'arrivent pas à dégager de revenus. On va revenir sur cette question des prix, notamment avec la loi Egalim, mais les agriculteurs aujourd'hui, ils veulent adresser un message à Emmanuel Macron. Et entends-nous, c'est ce qu'ils nous disent. Est-ce que Emmanuel Macron doit s'exprimer sur ce sujet ? Il doit avoir une parole claire pour soutenir, pour défendre les agriculteurs ? Je pense que oui, puisqu'il nous a vendu une loi dont on va reparler, la loi Egalim, qui était censée résoudre un certain nombre de questions importantes sur la formation des prix, sur l'interdiction de revente à perte, etc. Et elle ne donne pas du tout les résultats escomptés pour l'instant. Justement, on va en parler de cette loi Egalim. Vous le disiez, elle voulait équilibrer les relations entre producteurs et distributeurs. Elle a été promulguée il y a un an. L'objectif a-t-il été atteint ? La réponse avec Alexandre Poussard. Bonjour Alex. Bonjour Ariane, bonjour Olivier Jacquin. Alors Alex, est-ce que cette loi, elle a amélioré le revenu des agriculteurs ? Eh bien malheureusement non. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ministre de l'Agriculture lui-même, Didier Guillaume, qui l'a dit hier en sortie de Conseil des ministres. Écoutez-le. Malheureusement, encore aujourd'hui, un an après, le compte n'y est pas et que les agriculteurs ne sont pas assez rémunérés. C'est la raison pour laquelle le président de la République a souhaité nous demander, à Agnès Pannier-Runacher, à Bruno Le Maire et à moi-même, de continuer à mettre la pression sur les filières, la pression sur la grande distribution. Il n'est plus possible que les éleveurs, que les agriculteurs soient rémunérés à un prix inférieur à ce que ça leur revient. Alors on va essayer de comprendre pourquoi cette loi Egalim ne fonctionne pas. On va regarder les principales mesures de cette loi qui était censée améliorer le revenu des agriculteurs. Tout d'abord, cette loi permet à l'agriculteur, à la filière agricole de fixer eux-mêmes le prix de leurs produits. Le seuil de revente à perte des produits a été augmenté de 10%. Et enfin, les promotions dans les supermarchés ont été encadrées. Alors Alex, quelles sont les conséquences précises de ces mesures ? Eh bien, précisément, en tout cas, il n'y a pas eu de flambée des prix dans les supermarchés. C'était une crainte des observateurs.
il y a eu une hausse maîtrisée des prix dans les grandes surfaces. Quels sont les gagnants de cette loi agriculture et alimentation? Eh bien, au final, c'est la grande distribution et les grandes marques qui ont profité de cette loi. Elles ont pu augmenter leurs marges et il y a des perdants, parmi eux les agriculteurs qui n'ont pas vu leurs revenus augmenter. Et autres perdants, les PME du secteur agroalimentaire qui finalement ont vu leurs produits perdre du terrain dans les grandes surfaces face aux grandes marques et aux marques de la grande distribution. Alors, la théorie du ruissellement dans l'agriculture, ça n'a donc pas marché. Il y a un autre point également à préciser, c'est la conséquence de l'encadrement des promotions et notamment sur le secteur des produits festifs, le champagne, le foie gras, le saumon. Ces produits sont basés sur des fortes promotions en période de fête et ces promotions ne sont plus possibles. Ces filières se demandent même si elles vont passer Noël. Merci beaucoup Alex. Et on note que le Sénat publiera dans quelques semaines son rapport sur le suivi de cette loi agriculture et alimentation. C'est un échec cette loi, Olivier Jacquin? Monsieur l'a dit, à la fin, qui est-ce qui gagne? À nouveau, c'est la grande distribution. Je ne veux pas être caricatural, mais il y a un vrai problème avec cet oligopole des quelques grandes centrales de réservation qui font que ça bloque et à chaque fois, ils sont mieux organisés que les agriculteurs. Nous, on est morcelés et même les grandes coopératives, les grands groupes agricoles qui sont détenus par les agriculteurs restent des acteurs, enfin, par quelques-uns de taille modeste relativement à eux, qui sont tout près du consommateur et qui contrôlent tout. Il y a des filières qui doivent s'inquiéter, notamment, Alex en parlait, la filière foie gras par exemple. J'entends ça, oui. Oui, je ne connaissais pas la mécanique de formation des prix dans ce système-là, mais effectivement, voilà, c'est des désordres qui apparaissent. Comment on peut faire pour vous, pour garantir, pour obtenir une juste rémunération de ces agriculteurs? D'une manière générale, alors... Ce qui est compliqué, c'est difficile de répondre parce qu'il y a des agricultures différentes. Il y a près de la moitié de la nourriture qui est achetée hors domicile dans des produits industriels préparés ou restauration hors domicile, à la cantine, au restaurant, etc. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes cycles que lorsque je vais faire mes courses chez le petit commerçant, s'il en existe encore un, à côté de chez moi. Mais c'est un équilibre à trouver en fonction de chacune des filières. Effectivement, quand vous êtes en filière longue, vous savez, j'ai démarré agriculteur il y a une petite trentaine d'années, j'étais dans les circuits courts un peu avant l'heure, à faire des volailles en vente directe. Je faisais des super volailles, où tout était fait chez moi et vendu chez moi. Un jour, je croise un copain qui était avec moi en lycée agricole. Il était devenu VRP pour un grand groupe de l'ouest de la France qui vendait des volailles industrielles. Il m'a expliqué les cycles. Ces poulets, ils faisaient le tour de France et ils arrivaient, mais beaucoup moins cher que les miens, dans le supermarché à côté de chez moi. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous produisez en petite quantité, c'est extrêmement complexe. Donc, vous donnez une recette sur l'équilibre et la formation des prix entre l'offre et la demande, on ne peut pas le faire en une fois. Mais pour l'instant, sur les grandes filières, c'est clairement déséquilibré par la grande distribution. C'est manifeste qu'il y a un pouvoir exorbitant. C'est la grande distribution ou est-ce qu'il faut dire aux consommateurs, même si ce n'est pas populaire, payez un petit peu plus cher vos produits pour que les agriculteurs soient mieux rémunérés? Malheureusement, en disant ça, on a des contre-exemples partout, que c'est pas dans les endroits où ça va être les plus chers. Je dis n'importe quoi. Si on va dans l'épicerie de luxe Fauchon, est-ce que les paysans vivent mieux que quand on va au Lidl? C'est un paradoxe, mais en gros et en mécanique générale, oui, on peut pas serrer les prix comme ça, puis faire en sorte que les agriculteurs soient dans une belle situation. Encore qu'il y a des secteurs et des filières où ça marche pas trop mal. Et même à l'intérieur d'une filière agricole en difficulté, vous avez des agriculteurs qui s'en sortent et puis des agriculteurs qui s'en sortent moins. Un mot juste pour finir sur ce sujet. Une tribune de parlementaires avait été publiée dimanche pour demander au gouvernement de renoncer à baisser le budget des chambres d'agriculture via une taxe. C'est un peu compliqué comme mécanisme. Finalement, Didier Guillaume a annoncé hier qu'il renonçait. Le Premier ministre est revenu sur sa décision. Est-ce que vous saluez? Attendez, on ne va pas saluer chaque fois qu'ils annulent une bêtise, mais c'était un scandale. Sous prétexte qu'ils n'arrivent pas à diminuer la dépense publique au niveau national, ils imposaient
aux chambres d'agriculture, comme ils l'ont imposé à un moment aux chambres de commerce par d'autres mécaniques, de diminuer le taux de la taxe qui aurait eu un impact sur le revenu des agriculteurs peanuts, puisque cette taxe est acquittée par les propriétaires de terres et pas directement par les exploitants. Donc on salue le fait que ça ne va pas se faire. Je vais dire, on a gagné, même si je n'ai pas pu signer cette tribune, je la partage complètement, oui. Merci Olivier Jacquin. On va continuer à parler d'un autre sujet, c'est la loi sur le statut de l'élu, la loi engagement et proximité. C'est jour de vote aujourd'hui au Sénat. Ah oui. Et Alex, on vous retrouve puisque le Sénat vote aujourd'hui sur ce texte engagement et proximité. Il a fini de l'examiner. Et oui, on va faire un peu le bilan de l'apport du Sénat dans l'examen de ce projet de loi en faveur des élus locaux. Alors tout d'abord, les sénateurs ont voulu renforcer la sécurité et l'autorité du maire. C'était une urgence, notamment après le décès du maire de Signes cet été dans l'exercice de ses fonctions. Les pouvoirs de police du maire ont donc été augmentés dans ce projet de loi avec la possibilité pour le maire de mettre des amendes administratives jusqu'à 500 €, de fermer plus facilement les débits de boissons en cas d'infraction. Et puis ce projet de loi instaure également une garantie juridique pour les élus locaux. Ça, c'est pour le volet sécuritaire de ce texte. Mais le premier objectif, c'était d'encourager les maires à se représenter et à avoir un peu ce désir du mandat. Mais donc les sénateurs ont donc apporté sur ce point leur pierre à l'édifice. Les indemnités des maires ont été augmentées par les sénateurs pour toutes les communes jusqu'à 3500 habitants. La place de la commune dans l'intercommunalité a été renforcée. C'était une forte demande des maires. Et enfin, notez que le maire pourra limiter les locations de type Airbnb à 60 jours. Ce n'était pas possible avant. Donc voilà, maintenant cet après-midi, place au vote du Sénat sur l'ensemble du texte. Et sans trop se mouiller, on peut dire que le Sénat va adopter ce texte. Vous ne vous mouillez pas trop, il n'y a pas trop de risques. Olivier Jacquin, vous allez le voter, vous, ce texte ? Moi, je suis extrêmement déçu. Ce texte, il est intitulé « L'engagement dans la vie locale, la proximité ». Il est positionné avant le congrès des maires, avant les municipales. Et pour reprendre l'expression de mon collègue Éric Kerrouche, il y a un an, on était dans le hashtag, je ne sais pas si vous vous rappelez, Balance ton maire, qui avait été initié par les réseaux proches de Darmanin pour fustiger les maires qui avaient augmenté la taxe d'habitation, contraint. Et là, on est dans le hashtag Cajole ton maire. Et moi, je suis très déçu parce que est-ce que ce texte va permettre... Alors, il y a des améliorations. Moi, j'étais parti avant les débats de manière assez positive. Je crois que mon groupe aussi. Mais là, le résultat est quand même maigre. Et excusez-moi le terme, mais c'est démagogique. Et ça vient cajoler. Mais vous vous rendez compte, cette mécanique que nous propose le ministre Lecornu pour les indemnités, je vais vous dire, si vous voulez, je vous triple votre salaire. Mais vous allez vous débrouiller pour le financer. Ça marche pas. Et vous savez que les maires n'appliqueront pas, qu'ils n'oseront pas demander à leur conseil municipal de voter une hausse de leur indemnité ? Cette question des indemnités, c'est une question que l'on cache dans notre démocratie. On ne veut pas parler justement des mots. Moi, ça ne me dérangerait pas qu'on soit maintenant avec des maires qui s'engagent à plein temps, qui a un système de salariat avec des vraies protections pour ceux qui s'engagent pleinement. Mais là, ça reste une question taboue. Et il y avait une mécanique qui avait été mise en œuvre précédemment qui disait que s'il n'y avait pas de délibération, eh bien, le maire se retrouvait avec une indemnité plancher. Le ministre a proposé de casser ça, de tripler les indemnités pour des communes même de la première tranche, des moins de 500 habitants, sans proposer le financement qui va derrière. Mais j'ai fait des réunions sur le terrain, j'ai fait un atelier législatif, personne n'est dupe. Tout le monde a compris la supercherie. Alors on a rétabli un amendement de mon groupe et du rapporteur qui propose des évolutions plus modérées et qui redonne ce système plancher. Mais ça, c'est un exemple parmi d'autres. Et puis, l'autre exemple, on parle des maires, mais mettez-vous à la place du conseiller municipal, qui est même pas dans l'opposition, mais qui est dans une petite commune, qui n'est pas à l'intercommunalité. Il voit passer seulement la moitié des sujets. Et moi, j'en connais un certain nombre que j'ai entendu dire, et particulièrement des jeunes, dire « mais je me sens pas utile ici ». Je me sens pas utile. Et des gens de bonne volonté, vous voyez. Donc, je crois qu'on n'est pas allé assez loin. Et puis, ma seconde observation, c'est que dans l'hémicycle, on a vu deux France.
s'opposer. Alors, celle de la liberté et celle de l'égalité. Ça, c'est une vieille tension qui existe, heureusement. Et puis, celle des endroits où, effectivement, l'intercommunalité a été fortement bousculée et peut être mise en défaut, et des gens qui cherchaient, des élus qui cherchaient la protection de la loi pour tenter de faire marcher ce qui ne marchait pas sur le terrain. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne réponse. Mais juste, on a bien compris votre déception, mais vous le voterez, oui ou non, du coup? Non, moi je pars sur une abstention, là. Une abstention? Oui. D'accord. Comme tous les jours, vous allez le voir, Olivier Jacquin, on va se rendre dans une rédaction locale. Et aujourd'hui, on va retrouver nos partenaires du Dauphiné Libéré. Bonjour Philippe Manzotti, vous êtes responsable des sports pour le Dauphiné Libéré. Et ce matin, vous allez nous parler d'une interview exclusive qui est dans les pages de votre journal. C'est une interview de Tony Estanguet, le directeur du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris. Absolument. Donc, Tony Estanguet, c'est quelqu'un que nous connaissons bien ici au Dauphiné Libéré, puisque la pratique du canoë a été quand même quelque chose d'important dans notre région, eu égard à notre topologie. Et Tony Estanguet me disait il y a quelques années qu'il avait découvert en fait le canoë sur les bords de la Haute-Isère et qu'il avait donné le goût, entre guillemets, de la compétition en assistant à des championnats du monde. Et Philippe Manzotti, le Dauphiné Libéré et les Jeux Olympiques, c'est une longue histoire d'amour, on suppose. Oui, on peut parler comme ça. C'est vrai que nous avons, encore une fois, de par notre terrain de jeu, eu la chance d'en organiser plusieurs. Je ne remonte pas jusqu'au premier du côté de Chamonix, mais on a fêté en 2018 les 50 ans des Jeux Olympiques de Grenoble. Et en 92, nous avions eu les Jeux Olympiques d'Albertville, qui étaient les derniers Jeux organisés sur le territoire français. Alors hier, vous avez assisté à la présentation de ce nouveau logo. Vous avez, on le dit, parlé avec Tony Estanguet. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Alors, du coup, ce logo, c'est vrai que c'est un petit peu le coup d'envoi, j'allais dire, de Paris 2024. On connaissait cette tour Eiffel avec le 2 et le 4 pour, entre guillemets, porter cette candidature. Et du coup, on a été, j'allais dire, surpris et agréablement surpris et, j'allais dire, carrément invité aux Jeux Olympiques au travers de ce logo qui reprend les trois grands symboles chers au comité d'organisation. Eh bien voilà, on le voit, ce logo. Merci beaucoup Philippe Manzotti. Paris dévoile son logo. C'est donc à la une du Dauphiné Libéré aujourd'hui avec à lire cette grande interview de Tony Estanguet. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin. Olivier Jacquin, on va passer à la revue de presse de votre département de la Meurthe-et-Moselle. C'est avec Alex Poussard qui revient. Et Alex, on va commencer avec l'Est républicain. Et oui, à la une de l'Est républicain, la ville de Nancy sous pression face aux manifestations des agriculteurs qui ont lieu aujourd'hui, alors que tous les agriculteurs de votre région, Olivier Jacquin, ont prévu de se rassembler à Nancy pour faire part de leur mécontentement. Et notamment beaucoup d'axes routiers qui vont être bloqués aujourd'hui. Les agriculteurs qui ont également prévu de bâcher certaines préfectures. Finalement, c'est l'État qui est visé dans ces manifestations et notamment la politique agricole d'Emmanuel Macron qui est jugée, selon les manifestants, trop favorable à la mondialisation et qui ne protège pas assez les agriculteurs français. Et dans le Républicain lorrain, Alex, qu'est-ce qu'on peut lire ce matin ? Eh bien, dans le Républicain lorrain, on apprend qu'en Lorraine, on prend le temps de tirer les leçons des attentats qui ont frappé la France ces dernières années avec un exercice antiterroriste d'une grande ampleur qui a été organisé hier dans la commune de Châtel-Saint-Germain et qui a rassemblé plusieurs polices européennes. Les policiers belges, les policiers suisses et les policiers luxembourgeois se sont joints à l'opération pour observer comment travaillaient les policiers antiterroristes français et également pour mieux se coordonner, pour apprendre les nouveaux modes d'intervention qui ont été imposés par les attentats du Bataclan. Merci beaucoup Alex, on vous retrouve tout à l'heure. Olivier Jacquin, un mot de réaction peut-être sur l'agriculture, Vous vouliez faire un lien entre les deux actualités qu'on a traitées, les maires et les agriculteurs. Oui, parce que le nombre de maires agriculteurs jusque dans les années 50 dans les communes rurales, dans les moins de 500 habitants, ils pouvaient atteindre les 2 tiers des maires
des agriculteurs. Non, les 2 tiers des maires étaient agriculteurs. Non, mais ça dit beaucoup. Maintenant, les agriculteurs, on n'est plus que quelques pourcents de la population active. Et donc, il y a plein de questions qui se posent dans la bonne compréhension de l'agriculture par rapport à nos concitoyens. C'est ce qui explique ce fossé peut-être qui est en train de se creuser. C'est une des explications du fossé. Avant, l'agriculteur était pleinement imbriqué dans la société. Et aujourd'hui, il y a un décalage qui est assez énorme, qui est considérable. C'est un fossé. Et puis, cette France archipel, on la voit se constituer des communautés qui s'entendent mal. Et moi, ça m'inquiète beaucoup, cette ambiance. Un mot pour finir, un mot de politique. Une tribune a été publiée dans le journal du dimanche appelant à la création d'un pôle de gauche au sein de la majorité présidentielle, signé de 75 soutiens d'Emmanuel Macron sous la houlette de Jean-Yves Le Drian. 76, sous la houlette de Jean-Yves Le Drian et d'Olivier Dussopt. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette tribune ? Bon, j'ai rigolé, parce qu'il y en avait 76 le matin, je crois que le soir, il n'y en avait plus que 73. Et un collègue a dit comme ça, tiens, il y a 73 personnes qui pensent que Macron peut faire une politique de gauche, alors que c'est la politique la plus néolibérale qu'on ait jamais vue. Pour vous, il mène clairement une politique de droite ? Bah oui. Parmi les signataires, il y a un sénateur, Xavier Iacovelli. Il siège actuellement dans votre groupe socialiste, même s'il a quitté le PS. Est-ce que pour vous, il a encore sa place au sein de votre groupe ? Alors attendez, il y a 2 choses. Il y a le Parti socialiste et il y a le groupe socialiste et républicain qui fait qu'on est aussi une mosaïque avec des composantes diverses. Personnellement, sur votre réponse-là, je pense que non. Là, c'est un écart définitif, je crois. Mais ça, c'est ma position oui, c'est votre position personnelle. Mais pour vous, il doit clarifier la situation et quitter le groupe au Sénat. C'est pas entendable, ce genre de situation. C'est Patrick Kanner qui dit qui n'a pas encore donné sa réponse, mais qui dit que clairement, votre groupe PS est un groupe d'opposition et qu'effectivement, c'est peut-être compliqué d'avoir un soutien. Voilà. Donc c'est ce que vous dites aussi. Un dernier mot sur la proposition de loi de Bruno Retailleau qui est favorable à une proposition de loi pour interdire les listes communautaristes aux élections. Est-ce que vous aussi, vous y êtes favorable ? Bruno Retailleau, il a un véritable talent dans l'hémicycle, mais il fait régulièrement des propositions qui me semblent un peu précipitées sur le coup de l'émotion. Il nous a fait le coup avec la loi anti-casseurs qui n'a pas donné des résultats excellents. Et sur ces histoires-là de voile, de communautarisme, etc., il vaudrait mieux être un peu plus à distance. Plus on en parle, plus ça crée une ambiance qui ne profite qu'au Rassemblement national et qui crée des tensions dans la société qui sont extrêmement mauvaises. Vous dites quoi, qui fait le jeu du Rassemblement national ? Mais bien sûr que oui. Merci beaucoup Olivier Jacquin d'avoir été avec nous ce matin pour toute cette actualité. Dans 2 minutes, c'est l'heure de l'invité politique. C'est Annie Genevard, secrétaire générale des Républicains, députée du Doubs, vice-présidente de l'Assemblée nationale. Elle est avec nous dans quelques instants. Mais d'abord, un extrait d'audition publique. C'est l'émission politique des chaînes parlementaires. Hier soir, Francis Letellier recevait Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. Et vous allez le voir, elle a parlé de l'aide médicale d'État. On l'écoute. Je trouve qu'on prend la question de l'aide médicale d'État par le mauvais bout. On dit l'aide médicale d'État augmente trop, c'est une boîte noire, et donc comme ça augmente trop et que ça concerne des étrangers sans papier, on va faire du rabot. On va empêcher les gens d'accéder aux soins. En fait, quand on creuse le sujet, on s'aperçoit que l'aide médicale d'État est dévoyée, c'est-à-dire que c'est une forme de fraude. Et c'est là-dessus que je veux travailler. Il y a énormément de gens aujourd'hui qui rentrent dans notre pays, non pas en clandestin, ce ne sont pas les immigrés de la porte de la Chapelle qui, eux, ont besoin de soins, ils vivent dans la rue, ils ont la tuberculose, il ne faut pas réduire les soins pour ces gens-là. Mais il y a énormément de gens qui rentrent par des filières, avec un visa de tourisme, et ils ont l'aide médicale d'État au bout de 3 mois, ils se font soigner. Mais c'est une petite proportion. Eh bien, c'est ce que je suis en train de regarder. Ce n'est pas une petite proportion. Et en réalité, quand on regarde de près... C'est pas la moitié quand même. Aujourd'hui, j'ai demandé un rapport à l'IGAS et à l'IGF sur l'aide médicale d'État. Je suis en train de regarder quelles sont les consommations de soins. Le premier poste de consommation, ce sont quand même les antibiotiques. Et les anti-infectieux, donc c'est quand même essentiellement des gens qui ont des maladies infectieuses. Ceux-là, ce sont souvent les migrants. Donc vous avez évolué par rapport à il y a 2 ans. Non, pas du tout. Il y a 2 ans, vous me disiez qu'il ne fallait pas toucher... Non, je ne touche pas au principe que quand on est
un étranger sans papier dans notre pays, qu'on arrive, quel que soit, qu'on habite dans la rue et qu'on est en difficulté, il faut, et tous les médecins, et M. Jomier est médecin comme moi, je pense que c'est principiel chez les médecins, il faut pouvoir offrir des soins. Et je ne vois pas un médecin qui refuserait de soigner quelqu'un qui n'a pas de papier. Aujourd'hui, le problème, c'est le dévoiement. C'est une forme de fraude, et là-dessus, je me suis engagée à travailler, parce qu'effectivement, il y a des filières. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des filières et des fraudeurs qu'il faut empêcher ceux qui y ont droit d'être soignés convenablement. Et c'est cet équilibre-là qu'il faut que je trouve. Eh bien, on était au Conseil. Et notre invitée politique ce matin, c'est Annie Genevard. Bonjour. Bonjour. Annie Genevard, merci d'être avec nous. Députée Les Républicains du Doubs, vice-présidente de l'Assemblée nationale, secrétaire générale des Républicains, et vous êtes également présidente de l'Association nationale des élus de montagne. Voilà pour la présentation. Vous êtes avec nous pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Nathalie Morel. Bonjour Nathalie. Bonjour Auriane. Merci d'être là, journaliste politique au groupe EBRA. Ce sont les journaux régionaux de l'Est de la France. On va commencer, Annie Genevard, avec cette interview de François Hollande, l'ancien président de la République, qui donne donc une grande interview aux Parisiens ce matin. Il fait des propositions, notamment sur la réforme des institutions. Il souhaite pousser la logique présidentielle jusqu'au bout. Qu'en pensez-vous ? Il est clair que le quinquennat a modifié assez profondément notre vie politique, en ce sens que la coïncidence entre la présidentielle et les législatives ont affaibli considérablement le rôle de l'Assemblée nationale. Et lorsqu'on a un exécutif très dominant, comme c'est le cas aujourd'hui avec Emmanuel Macron, eh bien, on voit que l'Assemblée nationale est dans les pas de l'exécutif. Ça va jusqu'à un certain point. On voit bien hier soir, au moment de l'examen du budget, une partie de la majorité s'est rebellée contre cet exécutif trop corsetant. Et donc la question se pose véritablement, parce que nous avons des institutions très solides, mais elles reposent quand même sur quelques piliers. Certes, un exécutif fort, le président de la République française est un des présidents qui a le plus de pouvoir comparativement et aux le autres président pays, Hollande veut garder ça. Comparativement aux autres pays européens, c'est un facteur de stabilité, il faut le dire aussi. Hein. Donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais la contrepartie, c'est un pouvoir législatif digne de ce nom. François Hollande se positionne sur un sextennat, donc plus le quinquennat, pas encore le septennat, mais un mandat de 6 ans, ce qui lui permettrait, dit-il en creux, d'avoir vu le résultat de sa politique, puisqu'il estime qu'il n'y avait pas assez de temps. Qu'est-ce que vous en pensez sur un mandat de 6 ans ? Écoutez, je ne sais pas, sans doute que quand on est passé au quinquennat, on jugeait que 7 ans c'était long, et surtout 2 fois 7 ans, puisqu'on sortait tout de même de 14 ans de socialisme avec François Mitterrand. Donc l'idée était tout de même de donner un rythme un peu plus rapide. Je ne sais pas si... Est-ce que le bon rythme, c'est 6 ans ? Regardez, les élections régionales, c'est 6 ans. Un mandat municipal, c'est 6 ans. Est-ce que finalement, en France, le bon timing, ce serait 6 ans ? C'est une hypothèse à étudier. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, la coïncidence parfaite entre les législatives et la présidentielle sont un facteur de dénaturation. Plutôt d'accord avec ces propositions, si on vous entend bien. Je ne sais pas si je suis d'accord. Je me méfie toujours des propositions de François Hollande quand je vois dans quel état il a laissé la France. Ça, c'est dit. Allez, Emmanuel Macron est en déplacement aujourd'hui à Mayotte. Il y va pour parler immigration et lutte contre l'immigration clandestine. Est-ce que c'est une bonne chose qu'il s'empare de ce sujet ? Alors, il va à Mayotte. Mayotte, c'est un territoire tout à fait particulier de ce point de vue-là. Parce que tout y est concentré en plus grand, en plus dramatique. Voilà, les problèmes sont énormes à Mayotte. Ça crée, c'est la première maternité de France, hein, puisque l'immigration clandestine, y voilà le moyen de s'implanter et de pouvoir accéder à un certain nombre d'aides. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc Mayotte, c'est une situation explosive. Donc qu'il aille à Mayotte, c'est aller au cœur du problème. Mais si on va au cœur du problème, c'est pour y apporter des réponses spécifiques à Mayotte, parce qu'il y a un sujet spécifique à Mayotte, mais il y a aussi un sujet spécifique à à la métropole. Et la loi Asile-Immigration, qui était supposée résoudre les problèmes, notamment
pour contrecarrer le détournement du droit d'asile n'a rien réglé du tout. On voit bien que quelques mois après son adoption, le droit d'asile est toujours détourné. La France est le pays qui connaît le plus grand afflux de migrants. Et cette loi asile-immigration, au lieu de diminuer l'immigration, puisqu'on n'intègre plus dans notre pays, on n'arrive plus à intégrer, il faut le dire, la réalité elle est là, eh bien à augmenter au contraire l'immigration, notamment avec le regroupement familial des demandeurs d'asile. Donc moi, je vous dirais que je suis extrêmement prudente. Le président de la République, fidèle à sa façon de faire, annonce beaucoup, mais la réalité est souvent très décevante par rapport aux annonces. Vous dites qu'il n'y aura pas forcément de mesures ? On va voir. On va voir. Pourtant, là aussi, il est poussé par sa majorité. La députée La République En Marche de Mayotte dit qu'il faut rendre Mayotte aux Mahorais. Oui, mais sa majorité dans l'hémicycle à Paris lui dit « Ah non, non, d'abord l'humanité, ensuite le règlement des problèmes ». Donc moi, je ne vois pas comment on s'en sortira vraiment si le président de la République ne sort pas de cet « en même temps » qui, pour le coup, ne fonctionne pas du tout. On va passer à un autre sujet. Bruno Retailleau, patron des sénateurs républicains, qui va présenter une proposition de loi pour interdire les listes communautaristes aux élections. Hier, Sébastien Chenu, qui était à votre place, porte-parole du Rassemblement national, disait « C'est bien que les républicains se réveillent enfin, mais pourquoi ils ne l'ont pas fait avant ?» Qu'est-ce que vous lui répondez ? Alors, Sébastien Chenu adopte la même rhétorique que la majorité. Je rappelle quand même que ça fait un certain temps que nous ne sommes plus aux affaires. Et je suis convaincue qu'il a manqué un quinquennat à Nicolas Sarkozy. Il a engagé beaucoup de réformes. On a tendance à les oublier, mais c'est quelqu'un qui a réformé, qui a introduit des réformes profondes. Je regrette d'ailleurs de ce point de vue-là qu'il n'y ait pas eu un bilan de son action. Et il lui a manqué, je pense, un quinquennat pour parachever un certain nombre de choses. Mais comment vous le Rassemblement national, il est dans sa rhétorique habituelle. Sa volonté, c'est d'éteindre les Républicains, c'est de tuer les Républicains, c'est de se substituer aux Républicains. De ce point de vue-là, il a exactement la même stratégie qu'Emmanuel Macron. Alors sur le fond maintenant, sur cette question posée par Bruno Retailleau, je pense que le danger est réel. Le danger. Il peut y avoir une mairie tenue par une liste communautaire aux prochaines municipales ? Oui, bien Vraiment ? sûr. Tout dépend de la composition du corps électoral. Mais vous savez très bien que dans certains territoires de notre pays, le corps électoral, il est monolithique. Il n'y a plus de mixité de population, de peuplement, de mixité sociale dans certains territoires. Concrètement, comment on fait, je veux dire ? Parce que les listes communautaires arrivent souvent masquées. Bien sûr. Et c'est toujours le problème, finalement, du politique. Il sait ce qu'il faut faire, mais comment le faire, ça c'est une autre affaire. Alors je pense que Bruno Retailleau est en train d'y travailler, voir comment on peut caler juridiquement le dispositif, parce qu'il y a un principe constitutionnel qui est d'avoir la liberté de se présenter à une élection. C'est un principe constitutionnel très intangible, très, très puissant. C'est dans la loi fondamentale, il n'y a pas de niveau... et il y a la laïcité d'un autre côté. Et il y a aussi la question de la laïcité, et elle est tout à fait déterminante. Parce que le jour où une liste communautariste prend la main sur une mairie, ce jour-là sera marqué d'une pierre noire. Ce sera vraiment un jour de deuil pour la démocratie et la République. Ça veut dire que on aura vraiment une sécession qui se sera installée dans notre pays. Elle n'est pas loin, il faut le dire. Il y a des territoires, il y a des populations qui sont en train de faire sécession d'avec la République. On le voit, certains sondages sont tout à fait préoccupants, qui considèrent que la charia est une loi supérieure aux lois de la République. Alors je ne dis pas que ça concerne tout le territoire national, ça c'est le discours du Rassemblement national. Mais est-ce que vous pensez que le président de la République, sur ces sujets-là, on voit bien que la laïcité est au cœur du débat politique depuis maintenant une quinzaine de jours, est-ce que le président de la République doit prendre la parole sur ces sujets ? Alors je pense qu'il doit prendre la parole, je ne comprends pas son silence. Il y a eu l'oraison funèbre après la mort des 4 policiers de la préfecture de police de Paris, où il a eu un discours qui était très offensif, appelant à la vigilance en disant il faut combattre l'hydre islamique. Donc ça c'est pour la déclaration si vous voulez, mais il faut aller au-delà. Et je pense que sur la question du voile, nous attendions une parole présidentielle. Or, qu'est-ce qu'on a entendu ? On a entendu un ministre de l'Éducation nationale, dont je partage l'opinion sur ce sujet, bien seul, recadrer... L'opinion, c'est que le voile n'est pas souhaitable.
l'opinion, c'est que le voile n'est pas souhaitable. Il avait d'ailleurs essayé sur la loi de confiance de l'école d'imposer, enfin de faire en sorte que ce dispositif soit inscrit dans la loi. Pas de voile pour les accompagnatrices scolaires. Il n'y est pas parvenu, la majorité ne l'a pas laissé faire. Donc il a été recadré par le Premier ministre. Donc on voit bien qu'il y a cacophonie dans le gouvernement sur cette question. Il y a vraiment des voix différentes qui se font entendre. Donc ça a appelé un arbitrage présidentiel. Mais je pense que Emmanuel Macron l'a fait faire par son Premier ministre. Vous savez, quelquefois, je ne sais plus qui disait qu'on ne sortait de l'ambiguïté et qu'à son détriment, je crois qu'à l'inverse, il y a des sujets où si l'on reste dans l'ambiguïté, eh bien, on fait courir de grands dangers à la République. Et là, je pense que sur ce point, ça mérite Emmanuel Macron fait courir un grand danger à la République en se taisant. Non, je ne dirais pas qu'Emmanuel Macron fait courir un grand danger à la République. Mais il est dans l'ambiguïté. Je dis que sur certains sujets, rester dans l'ambiguïté fait courir un danger à la République. Allez, vous allez, on le suppose, soutenir les propositions de loi présentées à l'Assemblée nationale et au Sénat qui visent à interdire les accompagnatrices voilées lors des sorties scolaires. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à interdire le voile dans tout l'espace public, comme le propose Marine Le Pen ? Je pense qu'il faut faire des propositions qui soient, dont on pense qu'elles puissent aller à leur terme. Ce n'est pas le cas de ce sujet. Interdire le voile dans les administrations publiques, interdire le voile dans certains lieux publics, interdire le voile pour les mamans accompagnatrices. Je pense que ça, c'est à notre portée. On peut le faire, on peut argumenter. Maintenant, interdire le voile dans tout l'espace public, je ne suis pas sûre que cette mesure puisse aboutir. Donc c'est un effet d'affichage. Faisons déjà respecter la loi qui interdit la burqa. C'est-à-dire la dissimulation totale du visage dans l'espace public. Aujourd'hui, cette loi, elle peine à être appliquée. Et puis après, on reparlera du reste. On va parler d'une autre loi, ce sont les lois bioéthiques. L'Assemblée nationale a voté il y a quelques jours ces lois comprenant la PMA pour toutes. Le texte arrivera au Sénat en janvier. Est-ce que vous espérez que le Sénat revienne dessus ? Je pense que le Sénat va revoir certaines dispositions. Cette loi, elle a deux grands volets. Il y a tout ce qui touche évidemment à l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules, avec pour conséquence la modification de la filiation, et d'autre part tout ce qui touche à l'embryon et tout ce qui touche à la connaissance des origines. Je pense que le Sénat reviendra sur certaines dispositions. Lesquelles alors ? Notamment sur tout ce qui touche à la filiation. Il y a deux choses qui, me semble-t-il, posent problème. Enfin, moi, je ne veux pas anticiper, je ne suis pas sénateur, donc je ne veux pas dicter au Sénat... Vous appartenez à la majorité sénatoriale. Donc. Mais voilà, donc j'ai cru comprendre que la majorité sénatoriale pourrait revenir sur la question fondamentale qu'emporte cette loi, c'est-à-dire la disparition de la branche masculine de la filiation, l'éviction du père. Je crois que, comme l'a dit d'ailleurs la garde des Sceaux, c'est une révolution. C'est une révolution, effectivement, où le géniteur n'est qu'un gamète. Il n'est plus un père. D'ailleurs, la ministre l'a dit à plusieurs reprises, le donneur de gamètes n'est pas un père. Donc, le père exit, on n'en parle plus. Moi, je pense que ça a des conséquences sur l'enfant. C'est ma conviction, c'est la conviction que j'ai défendue. Puis l'autre volet, c'est l'éviction de la mère qui accouche. Parce que dans ce texte de loi, dans un couple de femmes, chacune des deux femmes, celle qui accouche comme celle qui n'accouche pas, devront aller reconnaître l'enfant chez le notaire. Alors que jusqu'à présent, et depuis le droit romain, mater semper certa est, la mère est toujours certaine. Pourquoi la mère est-elle toujours certaine ? Parce que c'est celle qui accouche précisément. Or, la mère qui accouche ne sera pas plus mère que l'autre membre du couple. Donc, l'éviction du père d'un côté, la non-reconnaissance de la spécificité de la mère qui accouche, pour moi, ce sont deux lignes rouges dont j'espère vraiment
que le Sénat pourra revenir dessus. C'est un débat tout à fait fondamental. Les Français n'y ont vu que la question de l'égalité des droits entre les couples. Et comme ils ont la passion de l'égalité, ils sont pour cette loi. Mais en réalité, ce n'est pas le sujet, puisque, et d'ailleurs la garde des Sceaux l'a dit, ce n'est pas un sujet d'égalité des droits. La ministre de la Santé a dit, ce n'est pas un texte bioéthique, ce n'est pas un texte éthique. Alors on se dit, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est un texte politique. C'est un texte politique qui est destiné à satisfaire une partie de l'électorat auprès de laquelle on espère conserver un leadership. Mais ça pose beaucoup de sujets. En tout cas, moi, je ne peux pas me satisfaire d'une loi qui modifie à ce point les règles de la filiation. Et je pense que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être, dans ce débat, la seule boussole qui vaille. Parlons politique maintenant, si vous le voulez bien, Annie Genevard, avec l'approche des municipales qui auront lieu dans 5 mois. Votre parti a perdu 2 présidentielles de suite, oui. Il a perdu les dernières élections européennes. Est-ce que les prochaines municipales sont finalement, j'allais dire, l'élection à ne pas perdre, l'élection de tous les dangers pour le Parti républicain ? Moi, je dirais que c'est l'élection de toutes les espérances. Au contraire, parce que nous avons de bonnes raisons d'avoir confiance. Pourquoi ? Mais c'est qui tout double ? C'est-à-dire que si vous perdez les élections municipales, c'est catastrophique. Vous savez bien ce qu'il en est, Nathalie Moret, en politique. Hein. D'abord, le pire n'est jamais sûr. 2, on n'est jamais mort en politique complètement tant que la nature n'en a pas décidé ainsi. Donc, je pense que ce qui nous donne de bonnes raisons d'espérer, d'abord, je pense que la République en marche souffre réellement d'un défaut d'ancrage local. Nous, on l'a vu dans tous les débats depuis 2 ans et demi, on sent bien qu'ils peinent à s'intégrer. On ne crée pas un parti comme ça ex nihilo. Les Républicains sont un parti riche de son histoire, et j'espère de son futur. J'y travaille avec d'autres, mais fort aussi de son ancrage territorial, et puis aussi de toute la philosophie qui sous-tend notre famille politique. On a, je crois, dans notre ADN, cette connaissance approfondie des territoires de France. Et en 2014, on a fait un bon score au municipal. Justement, c'est parce que vous avez un bon score. Oui, mais beaucoup de primo-arrivants à droite. Vous savez, un maire qui a fait un mandat, qui débute sa carrière municipale, qui a fait un mandat et qui aspire à en faire un second, et qui n'a pas fait de bêtises, il a de bonnes chances d'être réélu quand même. Justement, vous avez été maire, vous avez quitté votre siège en 2017 pour cause de cumul des mandats. Est-ce que vous serez à nouveau candidate, y compris sur une liste chez vous, dans le Doubs, à Morteau ? Alors, moi, je ne serai pas candidate parce que j'ai été maire pendant 15 ans. J'ai véritablement adoré ce mandat, je l'ai aimé profondément, je l'aime toujours. Mais lorsque cette funeste loi contre le cumul m'a obligée à le quitter, eh bien, je l'ai quitté douloureusement, mais je l'ai quitté. Et je l'ai quitté et j'ai préparé ma succession. J'ai formé un de mes adjoints, il se débrouille très bien, il est jeune, il aime beaucoup ce mandat, il aime cette ville de Morteau dont j'ai été le maire pendant 15 ans. Donc je suis parfaitement satisfaite de ma succession, il n'y a aucune raison que... Donc vous le soutiendrez sans être sur la liste. Voilà. Autre poste en jeu, c'est votre poste au sein de l'organisation des Républicains, puisque Christian Jacob a été élu. On suppose qu'une nouvelle organisation sera mise en place. Est-ce que vous garderez votre poste de secrétaire général ? Alors, je vais, si vous le permettez, ne pas répondre à votre question précisément, parce que oui, mais j'y suis contrainte, pardonnez-moi, parce que je vais laisser le président des Républicains, Christian Jacob, en faire l'annonce. Vous en avez parlé avec lui, on imagine. Bien sûr, bien sûr. Vous avez des garanties ? Oui, j'ai des garanties. Il m'a fait des propositions intéressantes. Le poste de secrétaire général est un poste tout à fait important et intéressant. Il m'a proposé une fonction dans l'équipe dirigeante, dans le premier cercle de l'équipe dirigeante, et ça me va très bien. Vous changerez de fonction, on a compris. La présidence du groupe à l'Assemblée nationale, qui sera donc laissée vacante par Christian Jacob, vous n'êtes pas candidate ? Alors, de la même façon, vous permettrez que je réserve à mes collègues députés. Pas deux fois, mais oui, deux jokers, non. Mais oui, non, mais
il pourrait en concevoir de l'humeur, ce que je ne voudrais surtout pas. Donc l'annonce. Mais vous envisagez encore une candidature à la présidence de ce groupe ? L'annonce en sera faite d'abord aux collègues et puis ensuite, voilà, vous serez informés dans les meilleurs délais. Est-ce que ce serait une bonne chose que ce groupe soit présidé par une femme ? Mais chaque fois qu'une femme peut prendre des responsabilités, c'est une bonne chose. Et ce n'est pas 2 journalistes éminentes qui me diront le contraire. Un dernier mot très rapide, puisqu'on parlait des municipales. Vote solennel aujourd'hui au Sénat sur la loi sur engagement et proximité, la loi sur le statut de l'élu. Est-ce que pour vous, c'est une bonne version qui est sortie du Sénat ? Est-ce que vous la soutiendrez à l'Assemblée ? Alors, oui, il y a des choses qu'on soutiendra, naturellement. Mais vous savez, on n'en finit pas de revenir sur cette loi NOTRe. Notré. Moi que j'ai combattu avec la dernière énergie. Et bon, cette loi est censée revenir sur les irritants de la loi NOTRe. Mais le mal est fait à bien des égards, en ce sens qu'on a dévitalisé la commune, on a fragilisé le maire, y compris d'ailleurs sous ce quinquennat. Balance ton maire, c'était il n'y a pas si longtemps. Donc c'est pas suffisant cette loi pour justement revitaliser les communes et renforcer le pouvoir du maire. Oui, ça va remettre un peu d'huile dans les rouages, mais on a fait perdre aux communes beaucoup de compétences. On a tué la notion d'intérêt communautaire. Voilà. Le plus grand dommage de cette loi, c'est que la notion d'intérêt communautaire, c'est-à-dire que c'était les communes qui décidaient. On a fait perdre aux communes de la liberté locale. Et on lui a fait perdre de l'autonomie financière. Et de ce point de vue-là, Emmanuel Macron est dans les pas de François Hollande. Quand, en début de mandat, il a parlé du lobby des maires, et que Gérald Darmanin a activé le poste « Balance ton maire », au moment où les maires envisageaient d'augmenter les taxes locales. Vous savez, on récupère pas les choses comme ça. Alors bien sûr, à la veille des municipales, le maire est redevenu persona grata, mais il faut voir d'où l'on veut. Oui, je pense que c'est en grande partie politique. Merci beaucoup Annie Genevard, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Nathalie Moret, à très bientôt. Demain, Annie Genevard, à votre place, ce sera Fabien Roussel, député du Nord, secrétaire national du Parti communiste. Et tout de suite, c'est l'heure du Club des territoires. C'est bon. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et en partenariat avec la presse quotidienne régionale et les télévisions locales, vous présente le Club des territoires. Le Club des territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indés radios. Aujourd'hui, avec la bande, nous parlerons du déplacement d'Emmanuel Macron dans les Outre-mer. Il est aujourd'hui à Mayotte. On parlera aussi de la proposition de loi de Bruno Retailleau d'interdire les listes communautaires aux élections, faisables ou pas, nous en débattrons. Et enfin, de cette interview de François Hollande dans Le Parisien, ses propositions sur la réforme des institutions. Mais d'abord, c'est l'heure de notre reportage en région. Allez à votre rencontre parce que l'actualité, ça se passe chez vous. Et cette semaine, nous sommes dans le Lot-et-Garonne à la rencontre d'agriculteurs. Ils manifestent aujourd'hui pour dénoncer notamment les arrêtés anti-pesticides. Depuis la polémique sur le glyphosate, il y a une inquiétude chez certains riverains concernant ces pesticides. Comment les agriculteurs vivent-ils cette situation? Réponse avec Quentin Calmet et Jonathan Dupriez. Nous sommes à Marmande, dans le Lot-et-Garonne, sur l'exploitation de Bernard Philippot. Ici, il récolte des céréales, du maïs d'eau ou encore des tomates. Tout ça en conventionnel, c'est-à-dire qu'il a recours à des produits phytosanitaires chimiques. On va en parler avec lui. Bonjour Bernard Philippot. Oui, bonjour. Je vais me mettre à côté de vous comme ça. Oui, très bien. Je vais vous montrer comment on pulvérise dans les champs les produits de traitement. C'est parti. Allez, on est parti. Donc tout est prêt, le pulvé est enclenché, on y va. Voilà, de ce côté-là. Vous dites que vous avez un usage raisonné des produits chimiques dans vos champs? Oui, tout à fait. Depuis 30 ans, on a fait énormément d'évolutions pour utiliser ces pesticides. Nous avons fait des formations, nous avons du matériel qui a bien évolué, qui est contrôlé. Nous utilisons aujourd'hui par exemple des buses anti-dérive qui évitent la dérive des produits. Comment est-ce que les riverains que vous avez pu croiser, qui vous ont vu en train d'actionner votre tracteur, comment est-ce que certains riverains ont pu réagir?
Alors certains réagissent très bien, mais j'ai eu des cas déjà d'agression verbale, de gestes déplacés, et puis surtout beaucoup d'incompréhension, justement par une fausse information qui a été donnée à la base. Afin de rassurer les riverains, il y a des chartes de non-traitement qui sont en train d'être mises en place dans tout le territoire, sur toute la France. Et ces chartes, elles pourraient prévoir des interdictions de mettre des produits phytosanitaires sur 5 à 10 mètres. Et ça, vous n'en voulez pas, n'est-ce pas? Non, on n'en veut pas. Est-ce qu'on peut aller voir ce que ça voudrait dire concrètement pour vous? Oui. Bernard Philippot, une zone de non-traitement, ça voudrait dire quoi pour vous exactement? Une zone de non-traitement, ça correspondrait au niveau de l'exploitation une perte de surface d'environ 30 hectares. Car nous avons déjà 12 à 13 km de façade avec les riverains. Nous serions même obligés d'abandonner certaines parcelles tellement elles seraient amputées. Ce qui m'inquiète le plus, c'est parce que je dois installer mon fils et que dans cette situation-là, c'est pas possible. C'est l'envoyer à l'abattoir. Emmanuel Haz, vous êtes l'un des porte-parole ici dans le département pour la Confédération paysanne. On a vu les autres syndicats qui ne sont pas convaincus par ces zones de non-traitement en pesticides. Vous non plus, ça ne vous convient pas, cette solution? Ils ne sont pas convaincus, ils sont opposés même, et nous de même. Hein. Étant donné qu'une grosse proportion des pesticides agit comme perturbateurs endocriniens, ils le font à des doses qui sont à la limite du détectable. Donc en fait, ce n'est pas en reculant de quelques mètres les traitements qu'on aura un quelconque gain sur l'exposition des riverains à ces effets perturbateurs endocriniens. On le voit, cette question des pesticides, elle dépasse juste le débat autour des agriculteurs. C'est une question de choix de société? Absolument, les pesticides sont là pour augmenter les rendements et donc faire baisser les prix de l'alimentation. C'est le sens de leur mise sur le marché depuis l'après-guerre. Donc on ne sortira des pesticides qu'en remettant en question cette logique de fuite en avant dans la baisse de la valeur de l'alimentation. La question des pesticides et de leur interdiction dans des zones près des habitations, c'est l'une des raisons de la colère dans le département du Lot-et-Garonne. Certains agriculteurs vivent très mal cette polémique depuis plusieurs semaines. Mais au-delà, ce sujet pose la question du modèle agricole que l'on souhaite en France dans les prochaines générations. Yves Tréhard, bonsoir, bonjour messieurs. Bonjour, je ne pas dit bonjour. Bonjour. Yves Tréhard, on a vu ce reportage de Quentin Calmet et de Jonathan Dupriez. Est-ce que finalement cette question des pesticides, ça pose clairement la question du modèle agricole? Est-ce que bas prix et pesticides, c'est incompatible, c'est compatible? Est-ce que c'est tout un modèle qu'il faut revoir? Oui, alors c'est plus que je dirais les terres qu'il faut sanctuariser près des habitations. Oui, bien sûr, il faut quand même le dire, en France, on a eu un modèle productiviste pendant quasiment les 30 Glorieuses, pendant la période gaullienne. C'était une agriculture qui devait produire beaucoup. C'est une agriculture qui était quand même la première agriculture d'Europe. Et d'ailleurs, l'agriculture française et l'agriculture européenne absorbaient 75% à l'époque du budget européen. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'était quand même très important. Et évidemment, on a changé d'époque. On a changé d'époque. Pourquoi ? Parce que maintenant, il y a une exigence, justement, d'une agriculture peut-être de meilleure qualité. Avant, c'était la quantité, maintenant, c'est la qualité. Cette qualité, on va toujours plus loin avec l'exigence du biologique, avec des exigences alimentaires qui ne sont plus les mêmes qu'à l'époque. Aujourd'hui, on voit bien, sous la pression de certains groupes anti-viande, qui exigent certaines qualités dans les produits agricoles, eh bien ça a changé. S'ajoute à cela une concurrence internationale qui n'existait pas, avec les marchés qui sont ouverts, et après tout, on ne peut pas vivre dans un monde, chacun en autarcie, refermé sur soi-même, et donc ça a complètement bouleversé les modèles agricoles. Et c'est vrai qu'en France, eh bien, comme notre pays était en grande partie, je vous rappelle quand même, pas faire d'histoire trop, mais en 1914, 75% de la population française habitait dans des zones rurales, paysannes. Tout ça a changé, il faut qu'on sache s'adapter, mais je pense qu'il faut aussi le faire intelligemment et pas passer d'un excès à l'autre pour éviter, eh bien, justement, le malaise
le drame parfois que vivent les agriculteurs, et on le voit par le nombre de suicides qu'il y a quasiment toutes les semaines. On va revenir sur ce malaise agricole, sur cette question des pesticides, Pierre Dumazeau. On entendait, on le voyait dans le reportage de Quentin et de Jonathan, les agriculteurs, ils font des efforts en matière de pesticides, mais ils le disent, il y a une incompréhension. Est-ce que c'est ça, c'est l'incompréhension sur les efforts qu'ils font? Les Français ne les voient pas forcément? Oui, il y a une incompréhension parce qu'on est aussi dans une société où il faut trouver des boucs émissaires. Et effectivement, comme le rappelait Yves, les exigences ont changé et certaines personnes trouvent que c'est effectivement facile de désigner les agriculteurs qui veulent simplement vivre et également tenter de nourrir la France du mieux qu'ils peuvent. Donc, oui, sur les pesticides, c'est assez facile de désigner les agriculteurs. Bien sûr qu'il y a une incompréhension et un malaise. Quand le chiffre d'un suicide d'agriculteurs en moyenne tous les 2 jours ne fait toujours pas réagir aucun gouvernement et qu'on préfère dire « regardez, ce sont des gens qui polluent », alors qu'ils travaillent 7 jours sur 7 pour entre 500 et 800 euros par mois, l'incompréhension, oui, là, est Dominique très de Montvalon, on a tort d'opposer agriculture et écologie? C'est les écologistes qui posent la question de cette façon-là. Je partage tout à fait l'analyse d'Yves Tréa. Ce qui me frappe, c'est qu'à l'heure où les agriculteurs, et ils ont d'ailleurs commencé, insuffisamment peut-être, mais commencé, sont contraints et amenés à une formidable mutation par rapport aux logiques qui prévalaient depuis effectivement 30-40 ans, il y a un climat de méfiance et de défiance vis-à-vis d'eux qui est une source pour eux de souffrance. Et au-delà de la souffrance, on le voit aujourd'hui dans les annonces de manifestations, de colère, jusqu'à un certain point, ça me paraît complètement légitime de leur part. Justement, vous parlez... Ce qui est marrant, c'est que... Enfin, ce qui est marrant, c'est pas marrant du tout. On dit les Français ont une défiance vis-à-vis des agriculteurs, ce qui est vrai si on en prend les sondages, mais je suis persuadé qu'ils aiment... Oui. C'est ça qui est paradoxal. Certains entretiennent cette défiance. Voilà. Oui, absolument, ils les aiment. Ils aiment absolument. parce que ça leur rappelle, c'est la France. C'est l'ADN, voilà. C'est l'ADN français. Exactement. Vous parliez de ces manifestations, on va retourner tout de suite en direct dans le Lot-et-Garonne, à Agen, plus précisément. Vous retrouvez Quentin Calmet. Bonjour Quentin, on a vu votre reportage et vous suivez cette mobilisation toute la journée. Et ce matin, vous êtes avec le président de la FDSEA du Lot-et-Garonne, Jacques Chapelard. Oui, tout à fait, Ariane. Alors, il y a cet appel à manifester. Il y en avait déjà eu un le 8 octobre dernier. C'est un autre syndicat agricole qui avait mobilisé ses troupes. Les ronds-points avaient été bloqués, des pneus brûlés, beaucoup d'embouteillages. La situation, elle sera différente aujourd'hui. La FDSEA 47 de faire de la pédagogie avec d'abord une opération dans un supermarché pour visiter ce supermarché et y dénoncer tous les produits qui exercent une concurrence déloyale pour les producteurs français. Seconde opération, plus tard dans la journée, devant la préfecture afin de sensibiliser les passants au métier d'agriculteur, distribuer des pommes, montrer aussi les diffuseurs de produits phytosanitaires. Et donc pour en parler, je suis effectivement avec Jacques Chapelard, le président de la FDSEA 47. On a vu dans le reportage ces insultes subies par Bernard Philippot. Pourquoi y a-t-il cette distance qui s'est créée entre certains Français et les agriculteurs ? Alors bonjour d'abord à tous les consommateurs. Aujourd'hui, on a vu qu'il y avait un fossé entre les consommateurs et les agriculteurs parce que quand toute votre vie vous mangez à la cantine et que vous allez dans une grande distribution, vous ne savez pas qui fabrique les produits. Et aujourd'hui, quand on se promène dans la campagne, on voit plutôt l'agriculteur comme quelqu'un qui dérange plutôt que quelqu'un qui produit l'aliment de demain. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ce changement dans les consciences? Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce fossé qui s'est creusé? Alors pourquoi ce fossé qui s'est creusé? Parce que peut-être du fait un petit peu des agriculteurs qui se sont spécialisés et auxquels on a imposé des normes de sécurité qui ont fait qu'on ne pouvait plus faire rentrer les gens dans les élevages par exemple pour des raisons simplement de sécurité sanitaire. Voilà. Donc on s'est séparé un petit peu de ce grand public et comme il ne voyait plus du tout la façon dont on travaillait, il a supposé qu'on ne servait plus à rien. Il y a la question essentielle des pesticides et là-dessus vous dites on a fait notre job, on a changé déjà nos pratiques? Alors on a fait plus que changer nos pratiques puisque tous les produits qu'on utilise sont soumis à des autorisations de mise en marché. Donc, qui sont autorisés par la loi. Nous avons systématiquement un suivi de stage qui nous est obligatoire pour pouvoir utiliser ces produits. Et la technologie nous a permis d'améliorer tous nos matériels
pour que quand on met une dose, celle d'aujourd'hui correspond à quelque chose que l'on mettait 50 fois plus il y a 50 ans. Une dernière question, vous allez vous mobiliser, vous, aujourd'hui, on l'a dit. Quelles sont vos revendications concrètes, notamment envers le gouvernement? N'importons pas des produits que l'on ne veut pas dans nos assiettes. C'est-à-dire, nous demandons au gouvernement de prendre ses responsabilités et d'interdire les produits qu'ils interdisent aux agriculteurs français. Merci beaucoup, on a vu votre message passer et on suivra d'ailleurs aujourd'hui, nous, notre équipe, votre mobilisation ici dans le 47. Merci beaucoup Quentin et on vous retrouve demain aux côtés d'agriculteurs. Merci. On entendait Pierre Dumazeau, le message que fait passer ce président de la FDSEA au gouvernement. Finalement, c'est une attaque en règle contre les traités de libre-échange. C'est aussi ça le problème des agriculteurs aujourd'hui. Oui, c'est aussi ça. C'est des gens qui ne comprennent pas qu'on leur interdise de faire certaines cultures, de cultiver certains aliments et de l'autre côté, d'importer tout un tas de viande, de légumes qui ne sont pas de saison chez nous et les vendre à bas prix. Parce que c'est ça aussi le problème, c'est qu'on importe énormément, qu'aujourd'hui on peut, pour parler très concrètement, faire une ratatouille toute l'année, même au mois de décembre, avec des légumes qui viennent d'Espagne, au mieux d'Espagne, et sinon du Brésil, etc. Et c'est pareil pour les viandes. Donc, il y a forcément un sentiment de concurrence déloyale là qui s'applique. Donc ces revendications-là, elles sont pour eux légitimes. Et justement, cette manifestation, c'est l'occasion de faire le bilan de la loi agriculture et alimentation qui a été promulguée il y a 1 an. Et justement, sur la question de l'importation, il y a l'article 44 dans cette loi qui interdit l'importation de produits en France qui ne respectent pas les normes européennes. Et cet article 44, il a fait polémique. D'abord parce qu'il a mis du temps à s'appliquer. Maintenant, ça y est, cet article est appliqué, mais dans ce que nous disent les sénateurs qui suivent l'application de cette loi Egalim, c'est que dans les contrôles douaniers, eh bien, en fait, il y a une forme de laxisme sur le respect de ces normes sur les produits importés, donc il n'est pas vraiment appliqué pour le moment. Et puisque vous parlez de cette loi Egalim, Alex, Didier Guillaume en a fait un premier bilan hier. Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, il a dit le compte n'y est pas, notamment concernant la rémunération des agriculteurs. Yves Tréhard, est-ce que finalement cette loi Egalim, c'est un échec ? Bah oui, il semblerait que ça ne soit pas effectivement un grand succès. C'est le ministre de l'Agriculture qui le dit lui-même. Alors, il faudrait peut-être visiter et interroger le ministre de l'Économie qui va peut-être dire au contraire qu'elle respecte davantage les agriculteurs au détriment, enfin je ne sais pas, face en tous les cas aux distributeurs. C'est une guerre un peu éternelle, il faudrait voir, parce que cette loi Egalim, elle n'a qu'1 an d'existence, il faudrait voir... sur la longueur, si elle peut effectivement bien protéger davantage les agriculteurs, faire en sorte, parce que c'est quoi, cette loi a été faite pour qu'ils produisent de façon plus raisonnable et surtout qu'ils produisent à un coût de revient qui soit aussi raisonnable pour eux, parce que le problème c'est qu'ils font quasiment aucun bénéfice sur ce qu'ils vendent aux distributeurs et c'est une guerre qui est lié aussi à notre mode de consommation, parce que plus on va vers la grande distribution, et bien plus on encourage nous autres consommateurs, effectivement, une pression qui est très forte conduite contre les producteurs. Dominique de Montvalon, on ne peut pas à la fois vouloir payer ces produits agricoles au bas prix et à la fois faire que les agriculteurs soient bien rémunérés ? C'est une des contradictions françaises que vous soulignez avec force. Je voudrais ajouter, si vous permettez, que la politique de la France, c'est dans l'histoire et c'est dans la réalité aujourd'hui, c'est pas le libre-échange systématique. Et donc il faut trouver un équilibre entre le fait de refuser, parce que ce serait suicidaire, l'enfermement autarcique sur l'Hexagone, et le fait effectivement d'ouvrir ses portes, ses frontières, ses marchés à l'extérieur. S'il s'agit, je pense à ce que disait Pierre il y a quelques instants, s'il s'agit d'importer des légumes qui viennent d'Espagne, c'est l'Europe. Bon, certes, on peut s'interroger sur comment sont fabriqués ces légumes, comment ils poussent, mais ça me paraît me poser aucun problème. Effectivement, toute la question... Non, ça en pose en tirant les prix vers le bas pour nos agriculteurs français. Sous l'angle, oui. Sous cet angle-là, oui, je me situe effectivement sous un autre angle. Mais ce que
dont acte. Mais effectivement, ce que beaucoup d'agriculteurs et beaucoup de consommateurs, par ailleurs, ont en tête, c'est de savoir si l'importation de viande, par exemple, qui viennent de l'autre bout du monde, pose ou non des problèmes. Est-ce que ceux qui élèvent là-bas ont les mêmes contraintes que... C'est une part de leur colère, voire, dans certains cas, de leur indignation. Ça a besoin d'un coup de projecteur pour que les choses soient plus claires dans l'esprit de tous. Vous parlez de cette colère des agriculteurs. Alex, vous qui remontez chaque semaine pour nous dans les archives, eh bien, cette colère des agriculteurs, elle ne date pas d'hier. Oui, non, elle ne date pas d'hier et elle s'illustre par des crises successives, avec notamment une crise de l'élevage en 2015. Et le gouvernement de François Hollande avait dû débloquer un plan d'urgence de 600 millions d'euros. Mais les socialistes rejetaient un peu la faute sur le gouvernement précédent, le gouvernement de Nicolas Sarkozy. Et à l'époque, un certain Didier Guillaume, qui n'était pas encore ministre de l'Agriculture, il était président du groupe socialiste au Sénat, eh bien, il critiquait fortement la politique agricole d'un certain Bruno Le Maire. Écoutez-le. Bruno Le Maire agite et Stéphane Le Foll agit. C'est ça la grande différence. Quand on a été ministre de l'Agriculture, quand on a soutenu la LME, qui est la loi de modernisation de l'économie, qui a tout dérégulé, quand on a été d'accord pour la fin des quotas laitiers, et quand on prône le libéralisme économique, alors on devrait se taire ou avoir la décence de ne pas faire de la récupération politique. Alors, pas de bol maintenant, Didier Guillaume et Bruno Le Maire siègent dans le même gouvernement et ils doivent défendre la même politique agricole qui n'a d'ailleurs pas rétabli les quotas laitiers. Alors, autre archive intéressante que notre documentaliste à Public Sénat, Sylvia Buissonneau, a trouvé, un discours de Nicolas Sarkozy aux éleveurs en 2011. Là encore, il faut débloquer un plan d'urgence en soutien à l'élevage. Écoutez Nicolas Sarkozy. Vous êtes dans une situation, les éleveurs, qui est catastrophique, où au fond, il faudrait que vous équilibreriez ou que vous choisissiez entre nourrir vos bêtes et rembourser vos prêts. C'est est-ce qu'on meurt de la peste ou est-ce qu'on meurt du choléra? Donc cette situation ne peut pas être acceptée, ne peut pas être acceptable. On va décaler tous les remboursements pour que vous puissiez consacrer les moyens dont vous disposez à cela, c'est-à-dire à l'augmentation du prix d'un fourrage, d'une alimentation qui vous manque. Et voilà, on voit bien que les gouvernements se succèdent, les plans d'urgence également, mais la situation de l'agriculture ne s'améliore pas. Il manque aux agriculteurs aujourd'hui, je le dis en boutade, un Chirac. Ah oui. Ouais. C'est vrai. Comment vous m'expliquez alors que cette colère perdure? C'est pas uniquement parce qu'il manque un Chirac. Non, c'était pas bien, Dominique. Je l'ai dit en boutade. Ça fait très longtemps qu'elle existe, cette colère. Elle existe depuis que la politique agricole commune a été remise en question. La politique agricole commune, elle a été remise en question au tournant des années 2000. Encore une fois, elle était très avantageuse pour la France. On était aussi dans une économie beaucoup moins ouverte qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas les pays émergents, il n'y avait pas toute cette concurrence internationale. Et la remise en question d'une politique de quotas, d'une politique de subvention, parce qu'il ne faut pas oublier que l'agriculture française, comme les autres agricultures, ont été très subventionnées, a remis tout à plat. Il faut trouver de nouveaux modèles avec une évolution des consommateurs, de l'esprit et des modes de consommation qui a beaucoup changé. Il faut évidemment s'adapter à tout ça. Je ne pense pas que ce soit que le gouvernement qui puisse y arriver. Il faut aussi, c'est un mouvement d'ensemble, il faut aussi que les syndicats agricoles sachent écouter leur population et sachent la faire évoluer, cette population, parce qu'ils ont aussi, eux, à changer d'habitude. Pierre Dumasio. C'est lourd à dire, c'est dur à dire, et ça ne se fera pas en un jour. Non, mais c'est très vrai. C'est aussi une question d'éducation alimentaire, je le pense. Est-ce qu'on veut manger tous les jours de la viande et tous les jours du poisson pas cher et de mauvaise qualité, ou est-ce qu'on mange moins de viande, moins de poisson, mais qu'on va acheter chez son boucher et fait bio ou pas, mais voilà, qui nourrit les agriculteurs. Je pense qu'il y a aussi là une grosse part d'éducation et on a été habitués avec l'extension, avec toutes ces grandes surfaces qui sont apparues, mais il y a longtemps maintenant, mais je pense à Limoges d'où je viens, je répète à peu près chaque semaine, mais bonjour Limoges. Bonjour à la Haute-Vienne, mais où on a des agriculteurs qui font des produits formidables avec la race limousine, etc. Et en périphérie des villes, on a des énormes hypermarchés avec de la viande bas de gamme, etc. Donc,
il faut aussi, à mon sens, remettre en question la grande distribution et remettre en cause nos habitudes alimentaires parce qu'on n'aura pas le choix. Allez, on va parler d'un tout autre sujet. C'est la proposition de loi de Bruno Retailleau d'interdire les listes communautaires dans les élections. Bruno Retailleau qui était ce matin l'invité de nos confrères de BFM TV. On l'écoute. Le phénomène de radicalisation de l'islam, il est massif. Je vous en donne des exemples. Je vais vous en donner des exemples. Oui. 2 études. L'Institut Montaigne, il y a 2 ans, 27 ou 28% de nos compatriotes musulmans qui placent la charia, la loi religieuse, au-dessus des lois de la République. Au-dessus de la loi de la République. Tout récemment, la Fondation Jean Jaurès, l'IFOP, Jérôme Fourquet, nous apprend que 27%, même chose. Vos collègues, consoeurs, la communauté, ce fameux livre sur Trappes, qui est le lieu en Europe qui a envoyé le plus de djihadistes se battre au Levant. La confidence du président François Hollande qui parlait d'une possible partition de la France. Alors si ça ne vous suffit pas, moi ça me suffit. Moi je suis un législateur, je tiens à la République. La République c'est une chose commune et je ne veux pas qu'elle soit détricotée par les menées des frérots salafistes. Pierre Dumazeau, il est fort, hein, Bruno Retailleau, ce matin. Il y a un risque de détricotage de la République, comme il dit. Oui, je crois que le constat de Bruno Retailleau, là, il est implacable. On a vu la dernière attaque au sein même de la préfecture de police de Paris, qui est quand même, qui en dit extrêmement long sur l'état aujourd'hui de notre pays et peut-être sur un aveuglement qu'on a eu pendant plusieurs années. C'est dangereux parce qu'aujourd'hui, la République, c'est pas toute une série de communautés qui s'assemblent. C'est vraiment, on est censé être un socle, on est censé être une nation autour de valeurs communes et malheureusement, certains ne les partagent pas. Dominique de Montvalon, est-ce que cette proposition de loi pour interdire les listes communautaires dans les communes, c'est la bonne solution? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est applicable? Je ne vous cache pas que je suis dubitatif. D'abord, j'espère qu'elle n'aurait pas lieu d'être au regard des listes en question. Est-ce qu'il y en a tant que ça et à impact suffisant pour qu'on en arrive à légiférer? Annie Genevard disait oui, il y a un risque qu'une ville soit prise par une liste communautaire. Je suis modestement, je parle modestement et sans être catégorique. J'ai un tout petit doute là-dessus. Je pense que ce qui est intéressant dans le propos de Bruno Retailleau, en dehors de sa proposition, c'est qu'il participe à sa façon d'une prise de conscience globale depuis notamment l'attentat meurtrier de la préfecture de police, prise de conscience qui était partielle jusqu'à là, qui devient pas encore générale, mais très massive, d'une réalité qui pose problème, c'est la montée de l'islam politique et les dangers que ça représente pour l'unité nationale et tout simplement pour la survie de la République. Je n'emploie pas des grands mots, mais c'est ce dont il s'agit. Autrement dit, par rapport à votre question, la proposition de Bruno Retailleau, je suis un petit peu dubitatif, mais bon, on verra. Qui vivra verra. Mais si ça participe de cette prise de conscience, c'est une attitude utile à mes yeux. Istréar, est-ce que vous partagez ces doutes? Bruno Retailleau lui dit qu'il faut les interdire. Sébastien Lecornu dit non, il faut plutôt faire des fronts républicains locaux pour les contrer. Quelle est la bonne méthode? Je ne sais pas quelle est la réalité de ces listes communautaires, parce que moi j'ai regardé un petit peu, en fait. Alors il y a une personne qui en parle très bien, c'est le député Pupponi, François Pupponi, qui dit qu'il y a un vrai risque, à Garges-les-Gonesse notamment, semble-t-il. Ailleurs, j'ai vu Carl Olive, par exemple, le maire de Poissy, hier, qui disait que, contrairement à ce qui avait été dit, il y avait un bureau de vote où il y avait eu un vote très communautaire il y a quelque temps aux élections régionales. Mais bon, le sujet, c'est pas liste communautaire ou pas, c'est un ensemble de choses et de manifestations publiques qui montrent qu'effectivement, il y a un islam politique en France, un islam militant qui marque des points. Et qui marque des points. Et il faut voir comment on peut effectivement le contrer, quelle est la meilleure façon de le contrer. La meilleure des façons, c'est évidemment l'éducation, mais ça prend du temps, alors que déjà cet islam politique est installé dans notre pays, il est installé dans tous les replis de la société. Il ne faut pas se cacher, il est installé en prison, il est installé dans les écoles, il est installé dans la sphère politique, il est installé dans le commerce. Parfois dans les piscines. Dans les piscines, dans le commerce même, puisque des grandes marques de prêt-à-porter se font même les complices, il faut le dire quand même, d'une mode qui peut paraître exotique, mais qui ne l'est pas du tout, parce que c'est une mode justement qui ne respecte aucune tradition, mais qui au contraire veut marquer
son empreinte et qui veut marquer, je dirais, une certaine conception de la société qui n'est absolument pas la conception que de la société qu'on a en Occident et surtout en France. Donc, il faut, je pense, que l'ensemble du personnel politique se rendre compte de ça. Il y a 2 choses à éviter par-dessus tout. C'est le clientélisme électoral vis-à-vis des communautés. Et ça, les maires savent très bien de quoi je parle, parce que beaucoup en ont usé. Et puis une deuxième chose, il faut que l'ensemble du public, la vigilance, mais je ne dis pas, parce que le président de la République appelle à la vigilance contre le terrorisme. Mais cette vigilance, elle doit être aussi exercée, je dirais, par le fait qu'on a envie de vivre comme nous vivons, avec la liberté de la femme, chevillée au corps, et avec l'amitié et la bienveillance comme valeur cardinale de notre société. Ça, c'est très important. Pierre Dumazeau, plus largement sur cette question du voile, de la laïcité, vous le dites dans la lettre de l'expansion cette semaine, il y a un grand malaise dans l'exécutif. Bien sûr, parce que on a un jour Jean-Michel Blanquer qui nous parle du voile qui ne doit pas être dans l'espace public. Une demi-heure plus tard, on a la porte-parole du gouvernement qui dit que ça ne pose pas de problème. On a Agnès Buzyn qui dit qu'elle est très mal à l'aise. Et dans la majorité parlementaire aussi, il y a à peu près 3 ou 4 sons de cloche. Donc évidemment que sur cette question-là, les gens sont divisés parce que Emmanuel Macron n'a pas pris la parole sur le sujet et on ne sait pas aujourd'hui ce que pense le chef de l'État sur la laïcité. Ça c'est factuel. Donc quand on ne sait pas où veut nous amener le président de la République, il a fait une déclaration très courte il y a une semaine, mais en 2 phrases et très floue. Donc forcément que la majorité est divisée, que l'exécutif, oui, c'est un malaise, parce que les ministres ne pensent pas tous la même chose et se désolidariser comme ça donne toujours une impression de cacophonie digne du précédent quinquennat. Donc, effectivement, là, je pense qu'Emmanuel Macron aurait tout intérêt de prendre la parole sur ce sujet. Oui. Rapidement, Alex. Et d'ailleurs, le parti Les Républicains l'a bien compris, hein. Même les sénateurs Les Républicains qui ont axé leur agenda sénatorial sur cette faille de la laïcité du gouvernement, avec 2 propositions de loi pour interdire le voile dans les sorties scolaires et cette proposition de loi contre les listes communautaires, et également cette commission d'enquête contre la radicalisation. Allez, puisqu'on parle d'Emmanuel Macron, il est à Mayotte, en déplacement, Mayotte, Réunion, cette semaine. Il va à Mayotte pour parler de lutte contre l'immigration clandestine, Yves Tréhard. Est-ce que c'est bien qu'il s'empare de ce sujet? Est-ce que finalement c'est dans la droite ligne des thèmes qu'il aborde depuis quelques jours? Effectivement, on voit bien qu'il a opéré un virage, peut-être un grand mot, mais qui veut s'emparer. Une flexion. Oui, flexion, exactement. Régalien, avec, effectivement, on a parlé, ça c'était les circonstances dramatiques, mais de la lutte contre le terrorisme, et puis avec l'histoire du voile, évidemment, contre le communautarisme, l'insécurité, l'immigration, ce sont des sujets apparemment qu'il veut prendre à bras-le-corps. En plus, ce qui se passe, c'est qu'il a commencé son quinquennat sur les sujets économiques, avec des réformes qui sont, somme toute, assez bien passées. La réforme de l'ISF, la réforme du Code du travail, l'apprentissage, tout ça. Et les retraites, on voit que ça cale, et ça va caler probablement d'ailleurs. Où ça va prendre beaucoup de temps. Et donc, pour marquer des points, et pour conserver l'électorat qui est le sien, il ne faut pas oublier que l'électorat qui a été séduit par ces réformes économiques et qui est un électorat plutôt de droite, eh bien, il va sur le régalien, parce que c'est un électorat qui demande de la sécurité aussi, et il part sur ces sujets. Alors, à Mayotte, parler de l'immigration à Mayotte, je dirais, ça va... Pardon, mais ça va quasiment de soi, parce que les problèmes de Mayotte sur l'immigration sont très loin d'être les nôtres quand même en métropole. Si on regarde les chiffres, c'est un résident à Mayotte sur 2 qui est en situation irrégulière, et la plupart viennent des Comores, des îles à côté qui ont, eux, choisi l'indépendance sous le septennat de Giscard d'Estaing. Donc c'est une situation qui est extrêmement particulière, qui est propre à Mayotte. Et on ne peut pas comparer la situation en métropole à celle de Mayotte, évidemment. Mais c'est un territoire d'où il peut parler d'immigration. Et à mon avis, il ne va pas être accueilli avec des grands bouquets de fleurs là-bas. L'accueil risque d'être difficile. Il ne sera peut-être pas accueilli avec des grands bouquets de fleurs, probablement, effectivement, mais il était temps qu'il aille là-bas. Il était normal qu'il aille là-bas. Bah oui. À la fois, il y a une singularité, comme l'a dit Yves Tréhard, une singularité de la situation à Mayotte, mais qui
qui se détériore au fil des années avec une immigration non contrôlée, un nombre de clandestins considérable. Enfin, voilà, c'est une problématique. Ainsi est la vie, c'est une part du territoire français. Et puis, évidemment qu'au travers de cet exemple qui a sa singularité, sa spécificité, on ne peut pas extrapoler à l'ensemble de la France. Néanmoins, il va parler du problème de l'immigration clandestine. Et de ce point de vue-là, le message qu'il va lancer, j'imagine qu'il souhaite qu'il soit entendu par sa propre majorité, parce que c'est au sein de cette majorité que se situent des tensions politiques et idéologiques fortes sur ce dossier-là. Là aussi, c'est un sujet. Là aussi, vous pourriez titrer immigration, le grand malaise au sein de la majorité, finalement. Bien sûr, parce que je pense qu'il va falloir peu de temps pour qu'à l'Assemblée nationale, il y ait un groupe de frondeurs avec des guillemets qui se constitue. Évidemment, Emmanuel Macron était très absent sur les questions régaliennes, sur les questions de sécurité, d'immigration, qui effectivement séduisent aujourd'hui, qui sont les thèmes privilégiés de l'électeur de droite, qui a en grande partie voté Macron. Donc, il était temps qu'il se saisisse de ce sujet et évidemment, son déplacement à Mayotte aujourd'hui est un endroit tout indiqué pour le faire. Et on en reparlera bien sûr dans cette émission. Petite pause festive, messieurs. On va partir à 3 directions, 3 nos partenaires de l'Est Éclair. Bonjour Jean-François Laville. Vous êtes le rédacteur en chef adjoint du service politique de l'Est Éclair et vous allez nous parler des Nuits de Champagne dont le coup d'envoi a été donné hier. Oui, c'est ça. En fait, je ne vais pas vous parler politique, mais je vais vous parler des territoires ce matin, évidemment. Les Nuits de Champagne, parce que ça commence à être connu dans toute la France. On en est à la 32e édition. Et c'est un festival, vous le savez, je pense, qui met les voix à l'honneur. Alors, évidemment, surtout les voix françaises. Alors, le programme est très riche. Moi, je vais citer juste quelques invités, mais la liste est très longue. Cette année, nous avons Marc Lavoine, Les Innocents, Camilla Jordana, Véronique Sanson, Zazie, Grand Corps Malade, Maxime Forestier et bien d'autres. Mais en fait, c'est beaucoup plus riche que ça. C'est-à-dire que pendant toute une semaine, c'est la ville de Troyes qui vit au rythme de ces Nuits de Champagne, avec des ateliers, avec des rencontres, avec des auteurs, avec des artistes, avec des happenings, des apéros chantants. Il y a des chanteurs qui viennent dans les entreprises carrément pendant quelques minutes pour chanter une chanson. Enfin, oui, c'est quelque chose de très, très, très important, avec en plus des spécificités. Parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui participent et notamment beaucoup de choristes. Voilà. Je ne sais pas si ça se passe comme ça dans d'autres festivals. Il y a peut-être des éléments, mais en tout cas ici nous avons notamment un chœur de 700 collégiens. Ça s'appelle l'Aube à l'unisson. C'est quelque chose vraiment d'extraordinaire. Des jeunes qui travaillent ensemble pendant plusieurs jours et qui proposent des concerts comme ça extraordinaires avec une voix tout à fait impressionnante. Et puis en fin de cette semaine, et là, je vous invite à venir si vous êtes disponible, nous avons le Grand Choral. Alors, le Grand Choral, c'est 900 choristes qui viennent de toute la France et même de l'étranger et qui vont interpréter cette année des chansons, notamment de Marc Lavoine, des Innocents, de Camilla Jordana, peut-être même en présence des artistes d'ailleurs, on a toujours de bonnes surprises. Alors, je vous laisse imaginer également l'émotion, la chaleur d'un tel chœur avec 900 choristes, c'est vraiment très très fort. Et en plus, cette année, Brice Bayon, c'est un chef de chœur très connu, directeur artistique des Nuits de Champagne, je cite, il nous annonce des chansons joyeuses, optimistes et légères. Alors, ça ne fera peut-être pas de mal dans cette société légèrement anxiogène. Je crois même qu'il reste quelques places, donc ma foi, si vous êtes disponible, n'hésitez pas à venir en fin de semaine. Eh bien, l'invitation est lancée pour tous ceux qui nous écoutent. Vous nous avez donné envie. Merci beaucoup, Jean-François Laville. Donc, Festival des Nuits de Champagne. Coup d'envoi a été donné hier. Merci de nos partenaires de l'Est Éclair. On enchaîne avec la revue de presse régionale. C'est avec vous, Alex Poussa. Et avec vous, on commence avec Vosges Matin. Et oui, Vosges Matin qui consacre sa une à la manifestation des agriculteurs aujourd'hui, des agriculteurs en route vers un grand blocage. Alors si on prend l'exemple du département des Vosges, il y a entre 150 et 200 agriculteurs qui vont se réunir aujourd'hui devant la préfecture d'Épinal avec plusieurs motifs de mécontentement. On en a parlé dans cette émission, les accords de libre-échange et notamment l'agribashing. La Voix du Nord. La Voix du Nord qui consacre sa une au service national universel.
universel. Alors pourquoi une une sur le SNU? Car ce service national universel, grande promesse d'Emmanuel Macron, eh bien, entre dans sa deuxième phase, c'est-à-dire un stage de 15 jours pour ces jeunes volontaires dans une collectivité locale ou dans une association. Je rappelle que la première phase de ce service national était un stage de cohésion de 15 jours dans un internat. Et la Voix du Nord fait le bilan de ce service national universel, un premier bilan positif, car pour ces jeunes volontaires, il s'agit d'abord de rencontrer des copains, des jeunes français venus de tout le pays. Et quand on regarde ce chiffre intéressant, regardez, 78% des volontaires déclarent avoir rencontré parmi leurs semblables des jeunes d'un milieu différent. Le SNU produit donc de la mixité sociale. Et on va dans le Vaucluse pour terminer, Alex. Et oui, Vaucluse Matin qui fait sa une sur le nouveau logo, le logo dévoilé des Jeux Olympiques Paris 2024 qui a été dévoilé hier à Paris. Un logo simple, élégant, avec un événement qui veut mettre l'humain à son cœur. Alors pourquoi les Jeux Olympiques Paris 2024 en une de Vaucluse Matin? Eh bien parce que la région Sud ou la région Provence-Alpes-Côte d'Azur compte avoir 2 milliards d'euros de débouchés économiques avec ces Jeux Olympiques. Et le département du Vaucluse compte bien en profiter. Merci beaucoup Alex, il nous reste 20 secondes malheureusement Yves. Juste un mot sur François Hollande qui publie une interview dans Le Parisien, une tribune dans Le Monde, instaurer un régime présidentiel avec un Parlement plus fort. Oui, je ne pense pas que ça soit du tout la priorité des Français qui vraiment s'en moquent un petit peu, mais c'est toujours intéressant d'avoir une conversation avec François Hollande. C'est vrai que c'est des sujets qui, lui, l'habitent. Mais c'est quand même très très loin, si vous voulez, par rapport à la colère des agriculteurs, au mouvement des Gilets jaunes, aux inquiétudes face à la montée de l'islamisme, les réformes, de savoir si on passe d'un quinquennat à un sextennat. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est un peu hors sol. C'est un peu hors sol. Voilà, c'est toujours intéressant d'écouter François Hollande. Oui, toujours. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup messieurs, merci Dominique de Montvalon, merci Yves Tréhard. La une du Figaro, Jean-Michel Blanquer tient le cap de la fermeté. La une de la lettre de l'expansion. Votre édito, Pierre Dumazeau, s'intitule « Hystérie ». Merci messieurs, on se retrouve demain. L'invité politique, Fabien Roussel, député du Nord, secrétaire national du Parti communiste. On vous attend demain. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et en partenariat avec la presse quotidienne régionale et les télévisions locales, vous a présenté le Club des territoires.